sur une route des environs de Zurich. Il descendait très vite. Un incendie illumine la nuit. Il a explosé. Nul n'a survécu à l'accident d'un avion de transport régional. Donnez-moi ça. Le travail de fourmi des enquêteurs s'annonce particulièrement compliqué. Ce timing n'est pas un hasard. À gauche, vers Zurich-Est. Soudain, il a perdu le contrôle. Oh non, non! Pourquoi? Bientôt, une piste stupéfiante se dessine. On ne doit pas prendre de médicaments avant de voler. Le pilote n'était peut-être pas à même de travailler. À l'aéroport international de Zurich, les passagers du vol Crossair 498 attendent de décoller. Ciao. Si, ho capito. Parmi eux, beaucoup d'hommes d'affaires qui vont à Dresde, en Allemagne. Ciao. Pardon, j'ai fini. C'est une des destinations desservies par un transporteur suisse en plein essor. C'était une compagnie aérienne régionale très appréciée pour ses vols courts-courriers entre diverses villes. Les deux pilotes sont originaires d'Europe de l'Est. Moteur? Le commandant Pavel Gruzin pilotera, secondé par Ratislav Kolesar. Checklist terminée. Ratislav a adoré voler. Slavomir Piatak et lui étaient collègues et amis. Il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait d'aviation. L'expression de son visage changeait. Il souriait. Voler, c'était sa passion. Poussez au décollage. Réglé. Les deux hommes pilotent un Saab 340. Le Saab 340 est un avion de transport régional de fabrication suédoise, équipé d'un pilote automatique numérique très précis. V1. Rotation. Rentrez le train. Train rentré. Cet avion est facile à piloter et souple au niveau des commandes. Le vol devrait durer 1 heure. 2 ou 3 minutes après le décollage, l'appareil aurait dû être au-dessus des nuages en route vers sa destination. Mais au dernier moment, le contrôleur modifie son parcours. À gauche, vers Zurich-Est. À gauche vers Zurich-Est. Crossair 498. La nouvelle route prévoit un virage au sud de l'aéroport, puis le survol d'un radiophare directionnel. LRN réglé sur Zurich-Est. L'avion commence à tourner. Mais il y a un problème. C'est à gauche, Zurich-Est. À gauche. Oh non, non! Crossair, confirmé, virage à gauche. Veuillez patienter. L'avion devrait tourner à gauche, mais il vire à droite. Ok pour virage à droite. Le pilote se bat contre les commandes. Non! Mais en vain. À gauche! À gauche! À gauche! L'avion
pique à toute vitesse. Je rentrais chez moi. Sur ma gauche, j'ai vu quelque chose. J'étais sûr que c'était un avion. Il descendait très vite. Il a explosé. J'étais à une 50aine de mètres. Il y a eu une première déflagration, puis plein d'autres, plus petites. La chaleur m'a empêché de m'approcher. Il est impossible de porter secours à qui que ce soit. Il n'y avait plus d'avions, que des petits débris. J'étais persuadé qu'il n'y avait aucun survivant. Le Saab 340 s'est écrasé à 7 km de l'aéroport. Ses 10 passagers et membres d'équipage ont péri. Parmi eux, Pavel Gruzin et Ratislav Kolesar. Ce soir-là, on a perdu un ami. Quand les enquêteurs arrivent sur les lieux le lendemain matin, ils ne trouvent rien qui ressemble à un avion. En approchant, j'ai vu un trou fumant. Je n'ai reconnu aucun élément structurel de grande taille. Michael Flukiger travaille pour le BEAA, l'équivalent helvète du Bureau d'enquête et d'analyse. Et c'est à lui de reconstituer ce qui s'est passé. L'essentiel de l'avion repose au fond d'un profond cratère et le reste est éparpillé en petits morceaux à travers un champ. L'enquêteur doit relever le plus gros défi de sa carrière. Tout était détruit. Et il y a le côté émotionnel. On ignore sur quoi on va poser la main. Un morceau de cadavre ou un bout d'avion. Ça a été une partie éprouvante du travail. La profondeur du cratère indique que l'impact s'est produit à grande vitesse et à très forte incidence. Photographier cette zone. S'il n'y a plus grand-chose de la structure de l'appareil et un cratère, c'est que l'avion a frappé le sol presque à la verticale. Et la dispersion des débris indique la direction prise par le Saab. Le vol 498 tournait du mauvais côté. Daniel Knecht est spécialiste des facteurs humains. Un accident juste après le départ est très rare. Donc on était sûr qu'il s'était passé quelque chose de très inhabituel. Demandez l'itinéraire de départ au contrôle aérien. Les enquêteurs interrogent les aiguilleurs du ciel au sujet de la trajectoire inhabituelle de l'avion. Avec les relevés radars et les enregistrements des communications des contrôleurs aériens, on se fait une première idée des événements. Il n'a pas suivi le départ normal? C'était pour gagner du temps. Le contrôleur explique avoir donné un raccourci au vol 498. À gauche, vers Zurich-Est. L'avion serait ainsi arrivé plus tôt à Dresde. Les contrôleurs aériens proposent ce genre de raccourci quand c'est possible. À gauche vers Zurich-Est. Ça fait économiser 3 ou 4 minutes et tout le monde s'en félicite.
à commencer par les pilotes. De prime abord, les échanges radio et le relevé radar n'avaient rien d'inhabituel. L'avion avait décollé et le contrôleur aérien avait demandé un virage à gauche anticipé. Sauf que les pilotes n'accèdent pas à cette demande. Crossair, confirmé, virage à gauche. Veuillez patienter. Croyant qu'ils veulent suivre une autre route, le contrôleur accuse réception. Ok pour virage à droite. Peu après, l'avion pique en spirale sur sa droite. Les enquêteurs doivent déterminer au plus vite si la spirale est la conséquence d'un problème mécanique, car si le Saab 340 souffre d'un défaut de conception, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les milliers de gens qui utilisent un de ces avions tous les jours. Sur les lieux de l'accident du vol Crossair 498, les enquêteurs cherchent des traces d'un ennui mécanique. Des témoins ayant déclaré avoir vu des flammes dans le ciel juste avant l'impact de l'avion au sol. À quelle hauteur était l'avion en feu? On a eu l'impression qu'il y avait eu un incendie à bord parce que certains individus ont déclaré que l'appareil brûlait avant de toucher le sol. Pas de boîte noire? Les enregistreurs de vol, les appareils qui gardent en mémoire les actions des pilotes et les propos qu'ils ont échangés, contiennent peut-être des réponses capitales. 498. Mais ils restent introuvables. On a récupéré les fragments, couche après couche, en se disant qu'on finirait bien par exhumer les enregistreurs. Coupé à pair. Des questions se posent au sujet de la communication entre les pilotes. Montons au 110. Aucun n'étant de langue maternelle anglaise, ont-ils mal compris la suggestion du contrôleur? L'APR. Ça vient. La communication est une des choses les plus cruciales dans le poste de pilotage. LRN réglé sur Zurich Est. Parler couramment une langue commune est capital. Les enquêteurs étudient les dossiers des pilotes. C'était des bons. Ils sont impeccables. Les deux hommes étaient bien formés et leur niveau d'anglais était suffisant. J'ai volé avec les deux. Ratislav parlait très bien anglais. Et quand je discutais avec Pavel, il me comprenait et il me répondait très bien. En conclusion, les premières pistes explorées par le BEA n'aboutissent à rien de concluant. Un virage avec une forte inclinaison à droite s'était soldé par une collision avec le relief. Mais rien n'indiquait pour quelle raison. Les recherches sur le site donnent bientôt lieu à une découverte susceptible de faire avancer les choses. Celle des précieuses boîtes noires. Elles sont toutes les deux envoyées dans un laboratoire chargé de leur exploitation. Les débris du Saab, eux, sont entreposés dans un hangar zurichois. L'avion est peut-être parti en spirale à cause d'une défaillance mécanique. À ce stade de l'enquête, l'hypothèse d'une panne était au cœur des discussions, parce qu'elle pouvait expliquer la perte de contrôle. Les enquêteurs analysent des fragments de moteur. Si un avion s'écrase après être parti en spirale, il faut toujours se demander s'il a eu un problème de moteur. Le Saab 340 est équipé de 2 turbopropulseurs. Il y a 2 moteurs, un de chaque côté. Si celui de gauche, par exemple, fournit plus de puissance que celui de droite, l'avion va avoir tendance à aller à droite. Un tel scénario expliquerait la spirale.
Il tournait vite. Mais les dégâts subis par les moteurs ne laissent aucun doute. Peu après l'accident, il est apparu que les moteurs fonctionnaient de toute évidence correctement et qu'ils tournaient à grande vitesse. L'hypothèse de la panne moteur étant éliminée, les enquêteurs épluchent le livret d'entretien de l'avion à la recherche d'une piste. Regardez ça. Ici, ici et ici. L'avion avait souffert de mouvements de volets intempestifs. Au cours des 18 derniers mois, les équipages se sont plaints plus d'une vingtaine de fois de ce genre d'incident. Ça fait beaucoup. 21 en 18 mois. Ça nous a interpellés. Les volets se déploient à l'arrière de l'aile pour augmenter la portance au décollage. Si ceux d'un côté ne sortent pas correctement, l'avion peut devenir difficile à contrôler. En cas de problème, si un volet sort plus vite que l'autre, ou s'il se déploie plus loin, la portance sur l'aile en question sera plus importante, mais la traînée aussi. Et l'avion aura tendance à tourner à gauche ou à droite. Un indice en faveur de cette hypothèse permettrait à l'enquête de progresser. Aussi, les spécialistes examinent-ils les fragments d'ailes. Peine perdue. Ils sont trop abîmés pour apporter la moindre réponse. Il y avait je ne sais plus combien de morceaux. Les volets étaient complètement détruits. Ce n'est qu'en étudiant l'enregistreur de paramètres que les enquêteurs sauront à quoi s'en tenir à propos des volets. Et c'est alors qu'une autre piste s'offre à eux. Selon certains témoins, le Saab brûlait avant de percuter le sol. C'était très intéressant d'entendre des gens nous dire qu'ils avaient vu l'avion en flammes. Ça a piqué notre curiosité. Et on a examiné l'épave à la lumière de ces propos. Le feu laisse des traces distinctives sur le revêtement d'un avion. Donnez-moi ça. Si le sinistre s'est déclaré avant l'impact avec le sol, les débris provenant du même endroit du Saab devraient porter des marques de suie continue. Ce ne sera pas le cas si l'incendie s'est déclaré après la collision avec le relief. Quand le feu prend après l'accident, les débris sont déjà disséminés. Et les marques de brûlure des fragments adjacents ne coïncident pas. C'est un jeu de patience. Les enquêteurs doivent d'abord situer chaque fragment sur un plan avant de pouvoir comparer leurs brûlures. En 1991, une analyse de ce genre avait permis de tirer au clair les raisons de l'accident du vol Nationair 2120 en Arabie Saoudite. Après qu'une roue avait pris feu, un DC-8 avait brûlé et les 261 personnes qu'il transportait avaient trouvé la mort. Les enquêteurs suisses se demandent si un événement similaire n'est pas à l'origine du drame de Zurich. Ça nous a pris du temps de retrouver tous les fragments. Mais le résultat est irréfutable. Regardez ici et ici. L'incendie a suivi l'impact. Le sinistre était forcément postérieur à l'impact. Preuve est faite que l'incendie n'a pas éclaté pendant le vol. Souvent, les témoins ne nous racontent pas ce qu'ils ont observé dans l'ordre chronologique. Ça arrive très fréquemment. Mais les débris offrent bientôt une nouvelle piste. La mallette d'un des pilotes éjectée loin du cratère par la violence du choc. C'est celle du commandant de bord. Et son contenu est troublant. Au milieu des affaires personnelles, il y avait des médicaments. Ni notice, ni boîte.
C'est rare de découvrir une chose pareille dans une mallette de pilote. C'est à gauche, Zurich Est. À gauche! Un pilote sous l'emprise d'un médicament a-t-il provoqué le drame? Ça suscite toujours une vive inquiétude, parce qu'on sait tous qu'on ne doit pas prendre de médicaments avant de voler. Reste à savoir de quel médicament il s'agit, et si Pavel Gruzin en a pris le jour de l'accident. Pour le labo. Les tests révèlent qu'il s'agit de phénazépam, un tranquillisant, semblable au Valium servant à traiter l'anxiété. Il s'agissait d'un médicament très puissant qui pouvait avoir des effets sur la capacité d'un individu à piloter. Daniel Knecht a peut-être enfin trouvé pourquoi 10 personnes ont péri. Pour déceler des traces de médicaments dans l'organisme, il faut analyser les tissus, ce qui s'annonce long. En attendant, les enquêteurs exploitent l'enregistreur de paramètres. Voyons ce que ça donne. Les données permettent de créer une simulation du vol de l'avion de transport régional qui pourrait révéler s'il y a, oui ou non, eu un problème de fonctionnement des volets. Poussez au décollage. Réglé. Ce n'était pas possible d'analyser les volets proprement dit. Donc il a fallu trouver une autre solution. Leur défaillance éventuelle devrait apparaître lors de la simulation informatique. Coupez APR. Crossair, montez au niveau de vol 110. Montons au 110. La montée s'effectue normalement. Montons à 3000 pieds. Rien n'indique un problème de volet. Ça ne venait pas de ça. Ouvert. Les volets fonctionnaient comme prévu. RAS. Les moteurs fonctionnaient. La vitesse était bonne. Tout allait bien. Puis l'avion est passé d'un virage à gauche à un virage à droite, suivi d'une perte de contrôle. Oh non, non! Personne ne pilote? Alors, que s'est-il passé? Les enquêteurs se rendent en Moldavie pour demander à la veuve du commandant pourquoi son mari prenait des anxiolytiques. Veuillez me pardonner, c'est un moment douloureux. Il traversait une passe difficile. Elle savait qu'il prenait ses médicaments. Ça tenait notamment au fait qu'il était loin d'elle, vu qu'il vivait en Suisse. Il travaillait loin de chez lui et envoyait de l'argent à ses proches. Être loin de sa famille, de son épouse et de tous les gens qu'il connaissait ne lui plaisait pas. Il vivait à l'étranger et même s'il parlait anglais, il ne parlait ni allemand ni français. Je crois que ça n'était pas facile pour lui. Pavel Gruzin a-t-il pour autant pris le risque d'ingérer un tranquillisant avant de prendre les commandes? L'analyse tissulaire devrait permettre de savoir s'il était diminué au départ de Zurich. Sauf que s'il y a bien des traces du médicament dans l'organisme, elles ne permettent pas de savoir s'il y en avait suffisamment pour nuire à la capacité à travailler du commandant. On n'a pas pu exclure le fait que les médicaments avaient joué un rôle dans l'accident. Mais on n'a pas non plus eu la certitude qu'ils avaient eu un effet. L'enquête se poursuit, d'autant qu'il existe peut-être un autre moyen de savoir si le commandant était diminué. À gauche! Un ami du commandant Gruzin vient aider les enquêteurs. Écoutez-le parler et dites-nous comment vous le trouvez.
il écoute ce que l'enregistreur phonique a capté. Prêt? Checklist terminée. Poussez au décollage. Il essaie de deviner si les capacités du commandant étaient amoindries au moment du décollage. Réglé. Le ton et la prononciation sont très importants. Si on est face à des gens qui ont pris des médicaments et qui ont la bouche pâteuse, ça peut être un indice. Coupé APR. Et ça? Continuez d'écouter pour être sûr. Prélèvement d'air. Ouvert. Mais pour l'ami du commandant, rien ne sort de l'ordinaire. La voix de Pavel Gruzin lui paraît normale, et rien n'indique qu'il ait été sous l'emprise des médicaments. Les deux hommes se comportaient et discutaient très calmement. Bon, encore une fois. Les enquêteurs sont à court de pistes. Checklist terminée. L'enregistreur apporte peu d'éléments. Poussez au décollage. Réglé. Stop. Encore? Hormis un bruit bizarre. Poussez au décollage. Réglé. Des interférences de portable. Sur l'enregistreur phonique, on a entendu qu'un téléphone mobile fonctionnait à bord de l'avion. En l'an 2000, une menace nouvelle plane sur la sécurité. De plus en plus de gens ont un portable, et on ignore quels effets il a sur les avions. Un mobile allumé émet un signal en direction d'une antenne relais, ce qui peut créer des interférences audibles sous la forme d'un grésillement capté par l'enregistreur phonique. Réglé. Ces interférences ont-elles brouillé les instruments de vol? Certaines défaillances ne donnent lieu à aucun avertissement. Les instruments continuent d'afficher des paramètres tout à fait normaux, ce qui fait qu'elles sont très difficiles à repérer. Crossair, montez au niveau de vol 110. Montons au 110, Crossair. Les pilotes dépendent presque entièrement des instruments pour connaître leur position. L'instrument auquel il faut surtout se fier, c'est l'horizon artificiel. Il permet de savoir si on monte ou si on descend, et il donne l'inclinaison latérale droite et gauche. L'équipage ignorait peut-être qu'il tournait du mauvais côté si un portable a brouillé l'horizon artificiel. Oh non, non! Un avion slovène avait dû atterrir en urgence après que les signaux d'un mobile avaient provoqué un problème de fonctionnement de l'électronique embarquée. Une alarme incendie s'était déclenchée à tort. Ça peut avoir une influence sur l'équipement de bord qui envoie alors des messages erronés. Il y avait plusieurs téléphones mobiles à bord, dont celui de l'équipage pour appeler le personnel au sol de Crossair, raison pour laquelle les enquêteurs procèdent à des tests à bord d'un Saab 340. C'est prêt. Allez à l'arrière et déclenchez un signal. Le signal d'un portable brouille-t-il des instruments de vol essentiels? On a reproduit un mobile avec le matériel de test. On l'a placé à côté du boîtier de l'avionique pour faire réagir le système. Rien. Essayez encore. Il y a des téléphones portables à bord de quasiment tous les avions. Si les interférences qu'ils provoquent sont à l'origine du drame de Zurich, il faut le découvrir avant un nouvel accident. Les enquêteurs se procurent les factures détaillées de tous les passagers et vérifient si l'un d'entre eux a passé un appel dans les derniers instants du vol. Rien. Et vous?
Normalement, les portables ne brouillent pas les systèmes de bord parce que ces derniers sont très bien protégés contre les interférences électroniques. Les essais confirment que les portables peuvent créer des interférences dans le poste de pilotage. Ça y est. Suffisent-elles à brouiller les instruments de vol? Malgré de nombreux essais, Essai encore. cette hypothèse semble à exclure. Rien ne prouvait que le téléphone mobile eût posé problème. D'après les factures détaillées, les appels passés ou reçus ont cessé avant le décollage. Pendant le vol, il n'y a eu aucune communication entre un portable et des antennes relais. À part provoquer un grésillement capté par l'enregistreur phonique alors que l'avion était encore à terre, les téléphones mobiles n'ont joué aucun rôle. Le résultat était nul. Les différentes hypothèses n'aboutissant à rien, les enquêteurs examinent à nouveau les commentaires du pilote, Rentrez le train. ainsi que l'enregistreur de paramètres. Train rentré. Coupé APR. Crossair, montez au niveau de vol 110. Montons au 110, Crossair. L'APR. Ça vient. Ils analysent tout ce qui pourrait révéler le fonctionnement des instruments. À partir de là, le virage devient très prononcé. C'est à gauche, Zurich Est. À gauche. Oh non, non! La vive réaction du commandant apporte un indice supplémentaire. Ce timing n'est pas un hasard. Dès que l'avion s'incline trop en virage, l'écran du commandant change d'affichage. Si l'avion prend une inclinaison latérale ou un angle de tangage anormal, l'afficheur est conçu pour faire disparaître les renseignements superflus, afin de faciliter la procédure de rétablissement. Ça s'est passé exactement au moment où le commandant a lancé « Oh non, non ». Ce timing indique que les instruments fonctionnaient correctement, mais que le commandant n'a pas compris ce qu'il lui indiquait. Sur le moment, les gens victimes de confusion ne se rendent pas compte qu'ils le sont. À gauche! À gauche! Ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait. L'enquête se poursuit en Russie, où le commandant Gruzin a appris son métier. Merci de votre aide. Les Suisses rencontrent des spécialistes russes de l'aviation. Car Crossair recrute de nombreux pilotes en ex-URSS et il faut vérifier que leur formation est adéquate. Crossair connaissait une croissance spectaculaire et la compagnie manquait de pilotes venant de Suisse ou des pays voisins. Donc c'était très facile de se faire engager. Les enquêteurs examinent les dossiers de l'équipage avant son embauche. Pavel Gruzin avait 42 ans et comptait plus de 8000 heures de vol, dont près de 1900 sur Saab 340. À 35 ans, Ratislav Kolesar en comptait plus de 1100 sur ce même modèle. C'était un pilote très capable et très organisé. Tous deux étaient très compétents et apparemment rien n'indique qu'ils aient commis une erreur. Jusqu'à ce que les enquêteurs russes suggèrent une hypothèse stupéfiante. Plusieurs accidents ont été mis au compte de pilotes formés en URSS, pilotes qui ont été perturbés par un instrument de vol, pourtant essentiel. Ça nous a beaucoup surpris, parce qu'on n'avait pas vraiment entendu parler de ce problème dans le milieu de l'aviation occidentale. Les avions de l'époque soviétique sont équipés d'un horizon artificiel très différent de celui utilisé à l'ouest. À gauche vers Zurich Est. Crossair 498. En Occident, la représentation de l'avion reste immobile et le fond de l'afficheur bouge. C'est l'inverse en ex-URSS. La représentation de l'avion bouge
et l'horizon reste immobile. Pas étonnant que ça embrouille les pilotes. Un virage à gauche sur un afficheur du bloc de l'Est ressemble beaucoup à un virage à droite sur un afficheur occidental. Ces horizons artificiels étaient conçus suivant deux philosophies différentes, le système occidental et le système du bloc de l'Est. Et ça pouvait provoquer une certaine confusion. Et plus les pays d'Europe de l'Est achètent d'avions de fabrication occidentale, plus les risques de confusion augmentent. On recense 15 accidents dus à des piquets en spirale. Cette découverte a permis de définir la cause probable de l'accident. Stressé et peut-être sous influence médicamenteuse, le commandant aurait recouru à ce qu'il avait appris lors de sa formation initiale. Non! Ce qu'on apprend au tout début de sa formation reste stocké dans le cerveau archaïque, dans la mémoire à long terme. Et c'est à ça qu'on se réfère. Complètement perturbé, il est convaincu de tourner à gauche et veut aller à droite pour rectifier la trajectoire. Et le contrôleur ne fait qu'ajouter à son trouble. Crossair, confirmé, virage à gauche. A-t-il cru que cela confirmait que l'avion tournait à gauche alors que cela n'était pas le cas? Le contrôleur a dit « Confirmé, virage à gauche ». Qu'est-ce que ça apporte à un équipage? Veuillez patienter. D'après moi, la seule chose à faire était de dire soit Cross-Air 498, tournez à gauche, tel cap, soit Cross-Air 498, je vois que vous tournez à droite. À gauche! À gauche! Mais sa phrase n'a aidé personne. Persuadé que son avion tournait fortement à gauche, le commandant s'est mis à piquer en spirale à droite en voulant mettre les ailes à plat. Et il y a d'autres différences entre l'école soviétique et son homologue occidental. Ils volent en manuel. Les Russes n'ont pas le même rapport au pilote automatique. LRN réglé sur Zurich Est. Le pilote automatique peut prendre les commandes quand les membres d'équipage accomplissent d'autres tâches. Dans l'ex-Union soviétique, la philosophie consistait à piloter aussi longtemps que possible en manuel, ne serait-ce que pour prouver qu'on était capable de le faire. C'est très différent de ce qui se fait en Occident. Pavel Gruzin volait en manuel. Le pilote automatique n'était pas branché. Si le commandant avait branché le pilote automatique après le décollage, l'accident n'aurait pas eu lieu. On n'aurait jamais parlé de ce vol parce que l'avion serait passé par Zurich Est et se serait posé à Dresde environ 1 heure plus tard. Mais une question inquiétante subsiste. Même si le commandant s'est laissé perturber par ses instruments, comment se fait-il que son copilote ne s'en soit pas rendu compte ou qu'il n'ait rien fait pour sauver l'avion? Si l'un des deux constate un problème, il doit intervenir. Donnez-moi les spécifications de la flotte de Crossair. Pourquoi Ratislav Kolesar n'a-t-il pas remarqué l'erreur de son collègue? Montons 110 Crossair. C'était à lui de surveiller les instruments. L'APR! Ça vient. Mais il avait un défi supplémentaire à relever. À gauche, vers Zurich Est. À gauche vers Zurich Est. Crossair 498. Il travaillait avec un système de navigation tout nouveau. Agencer un poste de pilotage est compliqué. Les équipages doivent pouvoir accéder facilement aux différents éléments, tout en surveillant un grand nombre d'instruments, dont l'horizon artificiel, placé juste devant eux.
Le Saab 340 n'est pas un gros avion et il n'y a pas assez de place pour tout disposer de façon optimale. Rendre un poste de pilotage ergonomique n'est pas une mince affaire. Un agencement mal commode a-t-il empêché le copilote de se rendre compte de ce qui arrivait? Les enquêteurs ont alors une idée originale. Commençons. V1. Refaire le vol pour savoir où le copilote regardait quand les choses ont commencé à mal tourner. Train rentré. Il regarde la manette de train. Train rentré. Coupé APR. Crossair, montez au niveau de vol 110. Montons au 110. Crossair 498. Après un décollage sur Saab 340, la procédure prévoit que le pilote non en fonction fasse des choses qui l'obligent à regarder soit vers le bas, soit vers le haut. Tantôt, il observe le panneau supérieur pour mettre les interrupteurs dans la bonne position. Tantôt, il baisse la tête pour tourner des boutons et s'occuper du panneau central de commande. Puissance de montée. Ça vient. Ces tâches détournent son regard de l'horizon artificiel. Il regarde ici. Et enfin devant. Mais l'avion s'est déjà fortement incliné à droite. C'est à gauche, Zurich Est. Si on ne fait pas attention pendant quelques instants, on risque de retrouver l'avion dans une position inattendue. Les recherches ont montré qu'il faut entre 4 et 18 secondes pour se faire une idée de ce que fait un avion, dans quelle attitude il se trouve et ce qu'il convient de faire pour récupérer. À gauche. Crossair, confirmé, virage à gauche. Veuillez patienter. Il est manifeste que le niveau de stress a augmenté. Non! Son inquiétude montre que le copilote s'est rendu compte de la gravité du problème. Le commandant pensait tourner à gauche et n'a pas compris ce que son collègue essayait de lui dire. À gauche! Il parlait un anglais aéronautique. Gauche! Ils avaient du mal à exprimer des inquiétudes avec assez de précision. Il suffisait de dire « tu vas du mauvais côté ». Dans ce milieu, il est normal que des gens venant de pays différents communiquent. Sa dimension internationale est un des aspects sympathiques de ce métier. Mais il faut analyser les origines culturelles des individus et leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir travailler en toute sécurité. Après cet accident, Crossair a amélioré la formation de ses pilotes originaires de l'ancien bloc soviétique en la rallongeant de 3 semaines et en y incorporant un test de compétences en anglais. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour bien former les gens et pour fabriquer des avions de bonne qualité. Depuis, tous les équipages suisses ont pour obligation de brancher le pilote automatique juste après le décollage pour consacrer suffisamment d'attention au déroulement du vol.